Cette émission vous est proposée grâce à la stimulante participation sur Tipeee de Carotte, Todd, Chevonne, El Pouillou, Stéphane et Warloff. La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui met les deux pieds dans le plat. Coucou les gens, je suis Pied et je suis là pour vous accueillir pour une émission sur la bande dessinée et particulièrement aujourd'hui pour une émission spéciale sur la bande dessinée, pas forcément américaine, mais ce qu'on appelle globalement le comics. Avec moi pour m'accompagner, vous avez Thio. Bonsoir. Car nous ne serons que deux aujourd'hui et dans le public, il y a Evelyne qui va se faire discrète. Vous risquez juste d'entendre les scritch des notes qu'elle prend en pleine émission, car elle est très studieuse. Apparemment, à ce que je vois dans le chat sur Twitch, je fais pas trop mal l'ASMR. Il va falloir que peut-être je fasse une chaîne sur YouTube où je me ferai plein de thunes grâce à ça. Mais là n'est pas le sujet. On fait un test sur Twitch pour la première fois. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air plutôt pas mal, en tout cas, l'interface. Et pour cette émission, on va commencer par le programme, je crois. C'est un peu l'essentiel. On peut partir de là. Ouais. Alors c'est vraiment une émission spéciale parce que sur le online, on devait faire un bon crowdfunding comme d'habitude, mais Thio a pas été super inspiré. Alors il a décidé de faire un Ink copain. Voilà, un Ink copain ou un Ink poteau. Enfin, on va trouver une expression. Donc il va vous parler d'Inktober, 3 de gens qu'on connaît et qu'on aime bien. C'est vraiment du copinage, voilà. Ah mais c'est clair. Ah oui, non, faut assumer. Et ensuite, nous allons vous faire des chroniques sur de la bande dessinée qui est sorti, on va dire, à peu près au format américain, en tout cas qui s'en inspire pas mal, en commençant par notre BD des tipeurs qui nous a été recommandé par Chevonne, qui s'appelle Stand Still, Stay Silent, puis Daredevil Legacy numéro 1, on reviendra sur The Unwritten, le numéro 2, puis sur DMZ, l'intégrale, le tome 2, attends, je fais des efforts, t'as vu, sur Jessica Jones, le tome 2, sur Law, le tome 4, et sur The Walking Dead, le tome 30. C'est vrai que du coup, avec ce choix-là, je pense que tu es au taquet, en fait. Ouais, hein, on a pris que des trucs pour toi. Voilà, j'attends les commentaires de Tizak sur le chat. Et je crois qu'on va tout de suite pouvoir donner la parole à notre ami Thio si mes raccourcis clavier marchent. Online. Donc ce soir, c'est Link copain. On va parler donc que de nos amis. Alors on va commencer par les dames d'abord, toujours. Je voulais vous parler donc des Inktober qui m'ont bien plu et les personnes qui ont surtout fait, on va dire, des carnets ensuite. Donc j'ai commencé par Capitaine Lin. Donc vous allez avoir tous les liens pour acheter ensuite leur carnet d'Inktober parce que c'est un petit peu le but quand même, c'est de vendre dans l'article. Dans l'article que Alligator fait. Pas de thématique précise pour Captain Lin, mais je trouve un super dessin et à chaque fois des très bonnes idées, tout en rapport avec le thème de M. Parker. Pour 10 €, vous avez le bouquin et c'est vraiment pas cher et c'est une très 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 jolie qualité qu'elle a sortie. Pour 25 €, vous avez le petit bonus, mais j'ai perdu les cases. T'as perdu les cases où c'était écrit? C'est ça. Tu peux te relire? J'ai perdu les cases. Pour 25 €, vous avez, je crois, de mémoire, c'est le carnet, 2 ex-libris. Et il y a un 4e truc. Mais voilà. Donc de toute façon, vous avez le site de Capitaine Lin directement. Vous pouvez aller voir dessus. Et vous avez aussi, du coup, toutes les images qui sont sur son site perso, dont vous aurez le lien. Et c'est franchement un superbe Instagram. On croise régulièrement Lin en festival. Et je trouve qu'elle est toujours vachement discrète. On voit pas trop son travail, en fait. Mais c'est énorme ce qu'elle fait. Voilà. C'est clair. Bah tiens, j'ai mis des filles démons à poil dans les images. Voilà. Ouais, je suis comme ça, moi. Ah, ok. Passer à la suite. Alors, le deuxième Inktober, c'est celui de Leila. Donc, vous pouvez la retrouver donc, sur son site, sur sa page pro, c'est Leila Benabid.
Et donc c'est un Inktober qui est orienté sur la... comment dire ça Alors c'est un peu gore sur certaines images, on va être clair, c'est l'exploitation animale, c'est toutes les choses qui lui tiennent à cœur et dont Leïla parle vachement mieux que moi, on va dire. C'est un carnet qui est très engagé, que vous partagez la cause ou pas, ça c'est votre choix, mais je trouve que, voilà, que c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant, surtout en plus que donc elle a fait donc son petit carnet d'Inktober, alors qu'elle vend 15 €, il faut la joindre directement par messagerie sur son Facebook Pro. Et en fait, elle vend 15 € le bouquin, mais il y a 12 € qui sont redonnés à des associations, dont une, je crois, qui s'occupe d'animaux, de recueillir justement des animaux de ferme pour qu'ils puissent vivre une fin de vie tranquille sans aller à l'abattoir. Donc voilà, 15 € qui sont donnés pour acheter le bouquin et 12 € qui retournent des assos. Donc ça peut être intéressant et c'est franchement un truc qui est très joli. Certains dessins sont quand même assez dérangeants. C'est un peu dur. C'est un peu dur, clairement. Mais c'est le but. Mais c'est aussi, voilà, pour parler aux gens et pour leur montrer l'envers du décor et qu'il faut être au courant de certaines choses. Donc voilà. Je t'attends pour la suite. Yes. Bon, et on a gardé, c'est un petit peu mon chouchou quand même pour la fin, parce que voilà, c'est l'Inktober de Bruno Bessasi, qui avait choisi de faire un Inktober en fait en rapport avec un de ses films préférés, qui est Conan le Barbare. Alors, il a un petit peu animalisé tout ça. On a donc notre barbare qui est un lion, sa copine donc est une panthère, et tout ça il a fait tout son Inktober, on va dire, en rapport avec des scènes du film. Et il a décidé d'en faire un carnet, et celui-là, c'est un crowdfunding. Vous pouvez le trouver sur Ulule. Alors, c'est un crowdfunding, il a encore une trentaine de jours, je crois, de mémoire. Il vient de passer les 400... C'est une quinzaine au moment de la diffusion de l'émission, il va falloir vous presser. Là, pour le live, en tout cas, il vous reste 30 jours. Voilà. Vous avez le temps. Mais il a déjà franchi les 470%. Ils ont déjà rajouté des pages, il a augmenté la qualité du papier, de la couverture. Il a rajouté des ex-libris à l'intérieur. Il y a une carte postale aussi qu'on a eue grâce à des partages sur Facebook. Vous avez vu, il a dit qu'on a eu. Ça veut dire qu'il s'est empressé d'aller investir dessus. Quoi ouais. Je sponsorise. Ah, mais t'as raison. Travail de qualité. Exactement. Voilà. Et voilà, non, franchement, c'est vraiment très joli, quoi. Alors, j'ai vu pas mal d'Inktober passer. Je suis désolé, Azertov, je n'ai pas vu le tien. Je ne dois pas te suivre sur les bons trucs, mais c'est vraiment les trois qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont marqué, voilà, par leur style et voilà. Si vous avez envie de participer ou juste d'aller les voir, parce que vous pouvez voir donc du coup toutes les images de Leïla sur son Facebook, celles de Captain Lynn sont aussi toutes présentes sur son Instagram, je crois, et celles de Bruno aussi. Donc du coup, vous pouvez toujours les récupérer, même si vous ne voulez pas acheter les carnets. Alors moi, j'en ai lu des tonnes aussi d'Inktober. J'en ai suivi un gros paquet, mais en fait, j'ai pas eu le temps de les noter et de le dire pour l'émission, parce que voilà. Donc j'ai laissé tout le travail à Thio, parce que moi je suis comme ça, je laisse le travail à Thio. D'ailleurs, je te laisse faire le pitch. Ouais, mais en fait, moi, il va falloir que la personne qui fait de la rétention de bouquins au bout de table, elle nous les rende, en fait. Ah, il a besoin du livre. Ouais, non, c'est juste pour dire... Voilà. Il n'y a pas celui que tu veux en plus, tu vas voir. En fait, c'est pas la bonne pile, ça c'est celle de l'autre émission. Ouais, mais c'est tout mélangé, rassure-toi. On a tout mélangé depuis le début. Voilà, donc... Ok, on va vous parler donc de Stand Still, Stay Silent. Une BD des tipeurs qui nous a été proposée par Chavon. Et voilà, j'ai déjà perdu de toute façon toutes mes pages sur Internet. C'est un régal. Voilà. Oui, tu es en train de perdre tes notes. Voilà, tout va bien, c'est ça. Alors, pour vous dire, donc, Stand Still, Stay Silent, c'était au départ donc un webcomics qui a été édité donc chez Aquileos. Pour vous faire un petit pitch rapide, en fait, il y a eu donc il y a environ 90 ans un fléau qui est arrivé qui s'appelle la rouille. Ce fléau en fait a obligé toute la population à aller se réfugier dans les pays du Nord, et certains pays se sont complètement fermés. C'est le cas par exemple de l'Islande qui a coupé tout contact avec l'extérieur. Et alors au début on a un petit retour là-dessus, justement sur la rouille et qu'est-ce qui s'est passé. Et là on se retrouve 90 ans après. Donc ça y est, il reste très peu de population mondiale, et les survivants essayent, on va dire, de regagner un peu d'espace en allant explorer, on va dire, l'ancien monde, et on va suivre justement l'aventure de
Et 5 ou 6 personnages, je crois. Là, je sais plus, ils sont 6, 600 en couve, donc ça va être 6, c'est ça. Qui vont en fait justement faire partie d'une expédition qui a pour but justement d'aller explorer, redécouvrir, on va dire, l'ancien nord de l'Europe. Une expédition qui a grave du mal à se faire financer parce que leur projet est pas non plus, est pas non plus très soutenu, quoi. Ouais, ils ont pas trop la hype, quoi. C'est un peu un truc de raccro. Pour parler, on va dire au début juste déjà de l'édition, Akileos, je trouve, a fait un super taf, quoi. L'édition est splendide, c'est un gros bouquin, mais à l'intérieur, il y a en plus, à la fin, il y a beaucoup de comment le bouquin a été construit, comment les dessins sont faits, comment l'ancrage. C'est super intéressant. Super making-of, ouais. Ouais, c'est vraiment super intéressant. Maintenant, on parle sur l'histoire. Moi, je me suis régalé. J'ai réutilisé, ça y est, c'est fait. Je me suis donc régalé. On va faire un bingo du One Club. J'ai fait le bingo du One Club, c'est bon, j'ai déjà mis mon mot en fait. C'est un petit peu lent au départ sur l'histoire, justement sur la rouille qui arrive, tout ça. Ça met un peu de temps à démarrer et après, je me suis fait happer. Le bouquin, je sais pas, il doit faire quand même presque 300 pages, quoi. Mais peut-être plus, ouais. C'est un pavé. Ouais, c'est un gros pavé. Et c'est passé tout seul, quoi. Et vraiment, j'attends avec grande impatience le tome 2. Au niveau du graphisme, c'est pas un truc qui est ultra coloré, c'est pas flashy, mais ça tient la route, quoi. Moi, j'ai pas été choqué, il y a certaines pages que je trouve absolument splendides, surtout celles où tu as toutes les descriptions des bêtes, des trolls, tout ça. Un petit côté encyclopédique où il part sur tous ces dessins. Parce que j'ai oublié de vous dire que même si donc la rouille a tué tous les hommes, en fait, la partie de la Terre qui n'a pas été habitée par les hommes, en fait, il y a des animaux un peu étranges du folklore nordique qui sont apparus, des trolls, des géants, et forcément, ce ne sont pas des créatures qui sont super agréables. Ouais, moi, le dessin, je trouve qu'il y a un côté qui fait penser un peu aux vieux illustrés avec des teintes de couleurs assez pâles, un côté un peu passé, qui colle très bien les thématiques. Et surtout, ce que je disais dans les pages encyclopédiques, où tu as ce côté un peu orange, tu vois, vieux papier, orange et noir. Tu vois les pages en noir et blanc dans les Mickey, c'est ça. Les vieux Mickey, ce côté-là. Et puis, il y a surtout un travail on va dire de narration que j'ai trouvé intéressant. Le travail sur les langues, parce que les personnages ne parlent pas les mêmes langues. Il y a un univers qui est très riche. Après, c'est vrai que le début, pour moi, ça a été vraiment super compliqué. Tizak est pas là, mais en fait, je rejoins totalement son avis. C'est rare. Sur l'album. La première partie nous raconte vraiment l'histoire du début de l'invasion, avec des personnages qui sont, à ce que je comprends, les ancêtres des héros du bouquin. C'est très bavard. La façon dont les personnages sont personnifiés, justement, est très réussie. Il y a ils ont une façon de parler, des dialogues qui sont vraiment bien ciselés. Puis on voit ensuite le début quand ils essaient de monter l'expédition, mais il se passe rien. C'est lent, mais c'est lent. Et c'est bavard. Oui, c'est bavard, mais ça te place le truc, parce que l'air de rien, tu pars quand même sur un monde que tu connais absolument pas. Et même eux, en plus, ne connaissent rien d'extérieur. Même, du coup, quand ils partent dans l'expédition, tu as quand même plusieurs des personnages, c'est la première fois, en fait, que grosso modo, ils sortent de leur ville, quoi. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Mais cette personnification est très réussie, mais c'est vraiment, malheureusement, pour moi, au détriment de l'avancée de l'intrigue, où, en gros, on a une grosse introduction qui doit faire 200 pages, quoi. Et 200 pages denses. Et moi, c'est ce qui m'a posé problème. J'ai vraiment eu du mal. Et puis d'un coup, ça y est, ils rejoignent la dernière ville avant l'extérieur. Et là, le récit prend une ampleur. Il y a le côté aventureux qui commence à ressortir. On a aussi l'impression que le trait de l'autrice, je crois d'ailleurs que c'est une autrice, s'est affirmé sur les pages qui arrivent vers la fin. Et ouais, là, j'ai été attrapé. J'ai été pris. J'ai vraiment eu envie de connaître la suite. Mais voilà. Franchement, faut s'accrocher. Et j'espère vraiment... Alors, la suite est déjà disponible sur le blog. C'est quoi le nom de l'autrice déjà tu l'as écrit sur la couverture, planqué dans un coin, je crois. Trop planqué. Ouais, il est super bien planqué.
Je l'ai presque. Mina Sonberg. Voilà. Mais bon, voilà, ça marche vraiment bien. Alors, on dit que c'est spécial comics, on l'a classé dans comics parce qu'on retrouve beaucoup, je trouve, des traits de la narration du comics, une inspiration très américaine, j'ai trouvé, au niveau de la narration. Mais voilà, moi, j'ai eu l'impression d'avoir 200 pages d'intro où j'attendais qu'il se passe quelque chose. Ouais, et j'ai pas été déçu quand il s'est passé quelque chose. Mais j'ai attendu trop longtemps, quoi. Moi, je fais quand même. J'ai trouvé qu'il y avait un super parallèle avec. Il y a quelque chose qui est en train de péter dans ta maison. Ouais, mais c'est pas grave. Ça va exploser. Mince. avec par exemple, tu vois, Alien, quoi. Quand ils sont en train de sortir du tank et qu'ils sont justement dans les parties inexplorées, je trouve que voilà, l'ambiance, elle y est, quoi. Elle y est au niveau des cadrages, au niveau de la lumière, t'as vraiment l'impression tu vois presque que le spot de leur lampe. Et ça te met dans le truc, quoi. Mais c'est exactement ce que j'ai dit. Ça devient top, mais ça commence pas top. Et j'ai vraiment eu du mal avec cette intro. C'est-à-dire que je te le dis vraiment, je me forçais à lire parce que on m'avait dit que c'était super bien. Et au début, j'ai pris sur moi pour me forcer à lire. Je l'ai pas regretté par la suite, mais autant te dire que le début, je l'ai lu en 2-3 fois. Et puis quand je suis arrivé au moment où il commence à se passer des choses, j'ai dévoré jusqu'au bout, quoi. Mais ça a été super laborieux pour moi au démarrage. C'est pour ça que et pour le coup, j'attends la suite. Tu vois, je me dis peut-être que la suite. Alors je sais que toi, tu avais un coup de cœur. En plus, j'avais réussi à te bluffer, à te faire croire que peut-être que pour moi aussi. Ouais, mais ça c'est du bluff. Ça c'était voilà. Enfin bon. Bon, bah écoute, pas grave, c'est pas grave. Par contre, moi, ce que j'ai trouvé super bien, c'est tout, comme tu disais, les petits trucs encyclopédiques sur les langues, sur l'étude des langues justement scandinaves, et l'explication sur pourquoi certaines se comprennent, d'autres se comprennent pas. Et j'ai trouvé ça super top. T'as un background qui est super bien mené. C'est aussi une des lacunes qu'il y a au début, c'est qu'on a l'impression, ça donne ce côté, tu sais, ces histoires qui sont basées sur des jeux de rôle où les gens vont t'écrire un univers super dense. Et ils vont tout te décrire ton univers, même si ça sert à rien au début, avant qu'il se passe quelque chose. Voilà, c'est un peu ce côté-là. Bon, dans tous les cas, écoute, moi je dis merci Chavon, je me suis régalé. Nous allons passer à Daredevil Legacy. Donc, le tome 1 de Daredevil Legacy. Alors, c'est un tome 1 assez étrange chez Panini. Vous vous souvenez qu'on a parlé de tome 4 et 5 il y a peu en express de Daredevil. Donc vous le savez peut-être, les Américains, comme leur série, il faut qu'ils les vendent. Ils aiment bien régulièrement les remettre au numéro 1, histoire de marquer le coup et de dire « Hey, vous pouvez commencer ici, vous allez réussir à le lire ». Alors ils font ça de temps en temps. Sauf qu'ils aiment bien aussi marquer des anniversaires pour dire « Hey, c'est le numéro 600 du magazine ». Sauf que quand ils sont passés au numéro 1, le numéro 600, c'est un peu difficile d'y être, alors ils reprennent la numérotation originale. Ça doit être la 3e fois qu'ils font le coup sur Daredevil. Et histoire de nous simplifier la vie, chez Panini, eux, ils se sont dit, tiens, vu qu'ils recommencent au numéro 592 et les brouettes, nous, on va recommencer au numéro 1. Donc, ce Daredevil Legacy, qui est un numéro 1, contient les épisodes, attendez, je l'ai noté ici, 595 à 600 de Daredevil. Volume 3. Sachant que le tome précédent, qui était un numéro 5, allait jusqu'au numéro 25. Mais il manque pas 600 épisodes au milieu. C'est des systèmes de numérotation un peu plus. Mince. Les dictateurs, il n'y a plus que 2 personnes qui regardent. Je crois qu'on a perdu tout le monde là. Bref. Ah, ouais, vas-y. C'est un numéro 1 qui, quand même, se justifie par l'évolution de l'intrigue. Matt Murdock, qui est un super-héros la nuit et un avocat le jour d'habitude, est devenu procureur adjoint de la ville de New York. Et alors qu'il a dû partir à l'étranger dans le tome précédent pour vivre des aventures en Chine et compagnie, quand il revient, il se rend compte que Wilson Fisk a été élu maire de New York. Wilson Fisk, c'est un peu son ennemi de toujours, son ennemi juré. Coup de bol, suite à ce qui nous a été expliqué dans les tomes précédents, tout le monde a oublié que Daredevil était Matt Murdock. Donc, Wilson Fisk ne sait pas que Daredevil est Matt Murdock, mais il sait que Matt Murdock va l'emmerder, que ça va être un casse-couille. Et en tant que politicien aguerri, il ne trouve rien de mieux que de proposer à Matt Murdock un poste d'assistant directement du maire.
Premier adjoint. Premier adjoint, ce qu'il décide d'accepter en se disant comme ça, je pourrais un peu contrôler ce qui se passe à l'intérieur. Mais Wilson Fisk a beaucoup d'idées derrière la tête et essaye de vraiment s'attirer les bonnes grâces du public, même s'il les a déjà eues, il s'est fait élire. Surtout que un tueur apparaît, un tueur revient. C'était comment il s'appelait La Muse. Non. Je sais plus. Qui fait de sorte des œuvres d'art gore en fait. Et qui commence à faire des sortes de tags géants sur les super-héros dans la ville, alors que ce que demande Wilson Fisk à Matt Murdock, c'est de calmer un peu le jeu des super-héros. C'est Muse, c'est ça. C'est Muse, voilà. Et donc s'ensuit tout un parallèle où Matt Murdock doit être dans les bonnes grâces du méchant, tout en luttant contre lui, et un petit jeu assez sympathique que j'ai trouvé qui marche bien. Charles Soule, le scénariste, nous fait encore des histoires, on va dire, qui prennent en compte tout le côté politique et un peu juridique, ce qui me manquait au début de son arc, j'en ai déjà parlé. Au niveau du dessin, il y a beaucoup d'auteurs qui passent, c'est très varié, mais globalement, ça tient la route. Ça manque un petit peu on va dire de continuité, quoi. Ça passe d'auteurs corrects à des auteurs très bons, j'ai envie de dire. Et c'est un peu dommage à ce niveau-là. Ça manque un peu de cohérence. Disons qu'il y a quand même des dessinateurs où tu te retrouves, j'ai l'impression, avec un Daredevil qui est très minimaliste. C'est presque ce que je préfère, moi. Mais oui, non, mais je te dis pas que c'est mal. Je te dis juste que c'est vraiment minimaliste. Tu as le contour du visage, 3 traits et c'est fini, quoi. Voilà. Ça peut un peu choquer quand même à des moments, parce que des fois, ça te pique. Alors, ils en ont profité aussi pour faire un petit résumé de l'intrigue de Daredevil au tout début. Donc vraiment, si vous voulez démarrer Daredevil, je pense que ça peut être pas mal, même si pour moi, pour démarrer la série, il y a quand même vachement mieux, globalement. Thio, ton avis? Intéressant, voilà. Mais on est dans la continuité de ce qui s'était passé sur les précédents, où on a eu Matt Murdock qui avait réussi à avoir donc la possibilité devant la Cour suprême des États-Unis que les super-héros puissent témoigner en restant anonymes. Genre protection des témoins. Voilà, etc. c'était bien, mais c'est perdu, quoi. C'est perdu parce qu'ils n'ont plus le droit d'être à New York. Donc, oui, c'est... Scénaristiquement, c'est sympa, mais j'avais eu déjà du mal avec au début avec son premier arc. Là, pareil, je pense qu'on part sur un nouveau truc, et justement, je vais attendre un petit peu d'avoir la suite pour vraiment me dire que c'est vraiment génial ou c'est juste bien. Pour l'instant, je dirais c'est juste bien. D'accord. Enfin, oui, voilà, donc c'est une série... Ça va être difficile, de toute façon, vu les excellents arcs qu'il y a eu auparavant sur Daredevil, de se mettre à ce niveau-là. J'espère qu'ils vont y arriver. J'ai entendu beaucoup de bien des derniers trucs qui sont sortis, où ils faisaient une sorte de perte de mémoire de tous les personnages et qui étaient plutôt réussis, étonnamment, alors que c'est un sujet vraiment bidon au possible. Ils ont refait un nouveau Marvel Knight, donc j'attends qu'on en arrive là. Ils feront sans doute un Daredevil numéro 1 pour l'occasion. Bref, Daredevil, ça reste une série agréable à suivre, même si elle a eu quelques bas. Et pour le moment, on est plutôt dans une bonne moyenne. Et donc, je vais vous parler de The Unwritten. Alors là, c'est à ce moment-là que je dois prendre la voix de Mickey. Et revenir, il y a longtemps. Il y a environ 10 ans, on vous en a parlé déjà. C'était super bien, on était super contents. Ça venait juste de paraître, c'était chez Vertigo avec Panini Comics. Non, c'est parce que c'était dans les émissions de 10 ans, on en a déjà parlé. Mais comme en fait, ils avaient arrêté oui, excuse-moi, je parle au public. Jérôme nous a rejoint dans le public. Voilà. On s'est encore live. Ouais, on a du live en public et tout. Alors donc, The Unwritten. Alors donc, c'est un scénario, c'est Mike Carey, pardon, et Peter Gross au dessin. Alors pour faire un petit pitch rapide, reprenant, on va dire, du tome 1, on va suivre les aventures en fait de Tommy Taylor, qui est le fils d'un auteur de romans à succès, de romans pour enfants. Tout le monde se casse, en fait, plus personne n'écoute. Ciao les gars, bientôt. On t'écoute, monsieur, on t'écoute.
Alors donc du coup, Tommy Taylor, en fait, la seule chose en fait, dire qui lui permet de vivre, c'est de faire des séances de dédicaces des livres de son père. Son père a disparu, alors je ne sais plus il y a combien d'années, mais il a disparu et sans terminer les aventures de Tommy Taylor, justement. Et il va se passer quelque chose, c'est que une fan, lors justement de ces conférences, va lui poser une question et va lui dire que oui, mais il y a un souci. Est-ce que vous êtes vraiment le fils de l'auteur? Parce que il y a des choses qui vont pas en fait. Et à partir de ce moment-là, pour Tommy Taylor, ça va aller de mal en pis. On va avancer dans les histoires et on va se retrouver avec ce Tommy Taylor qui va essayer de retrouver, on va dire, ses origines. Mais en cherchant ses origines, il va se retrouver dans la situation où la frontière entre la fiction des écrits de son père et la réalité va être tellement ténue qu'il va y avoir un mélange qui va se faire entre les personnages de fiction de son père et des romans, on va dire des contes traditionnels. Des romans traditionnels, on n'est pas dans les contes, on est vraiment dans les romans traditionnels anglais et surtout même des événements historiques. Tout ça, on va dire, va se croiser dans une réalité, dans la réalité ou dans des réalités parallèles. Et ça devient vraiment à séparer à des moments, mais assez, vraiment super intéressant. Après, il y a des moments où j'avais pas du tout les références par rapport à certains romans dont c'est beaucoup de la littérature anglaise classique, donc que tous les enfants anglais doivent connaître, j'imagine. Ils font référence à Rudyard Kipling, ils font référence à Moby Dick, ils font. Il y en a certaines, mais tu les as pas toutes. Et voilà, Alice. Il y a plein de références très très variées dedans. Et puis c'est surtout cette idée qu'il y aurait une sorte de complot autour de la littérature populaire. Ouais, mais ça c'était dans les tomes d'après. Ça arrive. Ah, tu en es encore sur les premiers tomes. Non, mais c'est qu'en fait, j'ai pas non plus raconté tout le pitch, tu vois. Ah non, je dis, on en est déjà au numéro 2, donc il y a un gros complot. Je révèle pas grand-chose autour des auteurs de romans, et ça va nous. Et Tommy va se retrouver en plein milieu de toutes ces intrigues. Visiblement, il a un petit peu les clés pour justement permettre aux histoires de se libérer. Grosso modo. Et Mike Carey va s'amuser à alterner un peu les arcs narratifs avec des histoires plus ou moins courtes pour nous montrer des pans de son récit. Il y en a un là que j'ai trouvé sur l'abomination. En gros, ils arrivent à l'intérieur d'une histoire nazie, d'une réécriture de l'histoire par les nazis, enfin quelque chose d'assez. En gros, il a existé un roman juif qui apparemment était, alors j'ai oublié le nom du roman, mais qui était très populaire chez les juifs, etc., et qui a été repris par la propagande nazie pour en faire un film qui dénaturait complètement l'histoire, et en définitive, les gens n'ont gardé comme souvenir de cette histoire que la version nazie. Alors je me souviens plus du nom du truc. Non, c'est pas le protocole des sages de Sion. C'est pas ça. Ils en parlent très bien. Je pense que Jérôme, c'est quelque chose. Toi, tu serais un donf dessus. Et c'est bourré de références beaucoup à Harry Potter. De toute façon, c'est la référence principale vu qu'on est dans le récit héroïque. Et puis en plus, je trouve que le dessin de Peter Gross, il se prête à merveille. Il se permet, justement, parce que des fois c'est barré et que ça part en vrille dans tous les sens, des mises en page de malade. Et puis de temps en temps, il s'assagit. On a ce côté un peu posé. Et puis même, on a des changements d'ambiance. On a un moment où ça part sur une ambiance à l'horreur avec du Frankenstein. On a des passages où on se retrouve sur de l'épique au milieu de l'océan. Et en plus, on a j'ai oublié comment ils appelaient ça, les Américains, des petites histoires de fin d'album qui nous racontent l'histoire d'un gars qui se retrouve dans la peau d'une souris ou je sais plus quoi, dans un monde de contes de fées. Et qui est une ordure totale. Et c'est le lapin qui veut se barrer. Ouais, c'est le lapin qui veut quitter le monde dans lequel il est enfermé et qui, pour ça, manipule les pauvres créatures de contes de fées naïves et gentilles autour de lui, les pousse à des actions terribles. Enfin, tu te dis ça, mais c'est oh mon Dieu, mais c'est horrible ce que fait ce personnage-là. Et ça nous donne une histoire assez jouissive. Et pour le coup, en plus, il y a le même dessinateur. C'est un dessinateur différent pour cette histoire-là, dont j'ai oublié le nom, et qui
qui a un trait qui se prête très très bien à cette histoire. Moi, The Unwritten, j'ai adoré cette série. J'ai hâte que le tome 3 sorte. J'avais vraiment regretté que la série s'arrête chez Panini. Je suis ravi qu'elle soit arrivée chez Urban et j'espère qu'elle va marcher et que la suite va arriver parce que je suis vraiment fan. Voilà, moi je mettrais un coup de cœur, mais je pense que tu n'iras pas jusque-là. Bah, si tu veux, il y a déjà 10 ans, on était très fortement emballé à l'époque. Là, du coup, on a eu enfin la suite. Ça faisait quand même des années qu'on en parlait. Oui, ça fait donc, régulièrement, non, je te ressortais le truc. Oui, je te dirais que non, je validerai. Voilà. Wow, Ouais, je sais. c'est facile à deux de valider un coup de cœur. Ouais, c'est ça, mais on n'est que 2. Ouais, c'est trop bien. Bon, alors, The Unwritten de Mike Carey et Peter Gross, une excellente série qui est donc chez Urban Comics. Pour le moment, il y a 2 tomes d'intégrales qui sont sortis et qui sont vraiment magnifiques. On arrive sur une autre intégrale de chez Urban, un gros pavé. C'est DMZ, le volume 2. On avait beaucoup apprécié le tome 1, dans lequel nous suivions Mathiros, une sorte d'apprenti journaliste qui se retrouvait dans une zone de guerre, dans une sorte de futur très 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 proche parallèle, où il y a eu une guerre civile aux États-Unis et où Manhattan est devenue une zone démilitarisée, où les gens survivent tant qu'ils peuvent. Et vraiment, c'est la zone tampon d'un conflit entre 2 factions américaines. Matros se retrouve très rapidement un peu dans la merde au milieu et petit à petit va décider d'assumer son rôle de journaliste, mais de journaliste qui veut aller au cœur des choses, révéler, qui prend pas parti et qui veut montrer comment vivent les gens dans la zone démilitarisée. C'est vraiment son objectif, c'est que les gens, qu'on comprenne ce qui se passe dans la DMZ. C'est une histoire qui est assez difficile. Donc là, dans ce tome-là, ça commence par une intrigue où il y a des travaux publics de rénovation de certaines zones qui ont été lancées et il y a des choses louches autour du financement et des personnes qui y participent. Et donc, Matt décide d'infiltrer le chantier pour essayer de comprendre ce qui se passe, de voir quelles sont les zones d'influence, quels sont les complots qui sont à l'œuvre derrière ces travaux publics, et va se retrouver impliqué dans une histoire où il va être encore dans la merde, parce que c'est un peu son truc à Matt, c'est se retrouver dans la merde et s'en sortir toujours au dernier moment pour révéler des histoires qui vont faire parler de ce qui se passe vraiment dans cette zone. Le problème qu'il y a, c'est qu'en plus, les gens vont commencer à vouloir l'utiliser pour lui faire croire des choses et l'utiliser pour faire de la désinformation. Il va avoir de grosses difficultés à lutter contre ça. Donc globalement, on va continuer à suivre ces enquêtes-là. On va le voir qui va être entre les 2 camps du conflit, qui va être un peu partout. Et puis surtout à la fin, on a une série d'histoires courtes qui vont chacune s'intéresser à des seconds rôles, à des personnages secondaires, à comment ils en sont arrivés là. On va voir comment Wilson, le mafieux chinois, en est arrivé à sa position à la tête un peu d'une des pègres de Manhattan. On va voir un peu comment un personnage auquel Matt va s'attacher dans cet épisode-là va évoluer. Une jeune femme qui était dans une situation assez... disons que, ouais, assez difficile. C'est difficile de pas trop spoiler. Et puis en plus, j'avoue, je l'ai lu il y a un moment et c'est des petits flashs de réminiscence de l'histoire qui me viennent. Je vois la tête de Thio qui lui aussi dit mais c'est quoi, c'est de quoi il me parle là? T'as l'air un peu. Non, ouais, bah, le problème de faire un résumé de DMZ, surtout de faire. Alors, le pitch de départ est facile, a priori. Ouais. Le souci, voilà, c'est que dans DMZ, il y a plusieurs factions. Tout qui se mélange, on va avoir des intrigues politiques, on va avoir du journalisme juste pur et dur, on a aussi la vie qui se passe à l'extérieur et le ressenti des gens sur les images et les reportages qu'envoie Matt. Disons que tout ça mélangé, ça donne un truc qui n'est pas facile non plus à résumer, donc le pitch n'est pas évident. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé ce que j'avais beaucoup aidé au début sur DMZ, c'était ce côté un petit peu... quand on avait rencontré, c'était Burkelly, des Calanques et des Bulles. C'était un petit peu le dessin qui était... gras. Ouais, gras, qui est sale, quoi. Tu sens que la ville qui est entourée de remparts, quoi, c'est un peu le New York 1997, mais c'est vraiment le côté...
chacun essaie de survivre comme il peut, quoi. Et le dessin colle vraiment bien à l'ambiance et à cette espèce de crasse dans laquelle les gens doivent vivre. Voilà. Le mélange justement de toutes les intrigues, du côté un peu politique, du côté manipulation, qu'on avait. Je me souviens pas qu'on l'avait autant sur les premiers tomes. Non, parce que les premiers tomes, on posait un peu la situation. Le premier tome nous mettait vraiment Matt au milieu de la zone de la merde, et il découvrait en même temps que nous. On était vraiment dans la découverte. Et c'est vrai aussi qu'on a eu, je pense, moi j'ai eu cette difficulté-là, c'est qu'entre les deux tomes, on a eu un peu de temps. Ouais, 2-3 ans. Quoi. Non, pas autant. Si, je sais pas. Ça va faire 2-3 ans qu'il est. Oui, non, mais entre les deux tomes, vous n'en avez pas lu encore un seul, je crois, à l'époque de DMZ. Je sais plus, mais entre la lecture des deux tomes, vous avez qu'à remonter dans nos archives, on verra ça. Et c'est vrai que, voilà. C'est pas évident à lire. Ça demande un gros investissement, mais ça le mérite parce que, je regarde un très bon souvenir de lecture, même si là, maintenant, c'est vraiment des petits bouts qui me reviennent. C'est le genre de truc que tu as envie de relire de temps en temps. Surtout en plus que c'est des alternatives. Ce qui est très chouette dans DMZ, c'est que tu vas avoir toutes les ambiances. Tu vas avoir à des moments des scènes vraiment très dynamiques avec beaucoup d'action. En même temps, après, tu vas avoir des scènes de manipulation. Tu vas avoir des moments où justement tu te retrouves avec tes héros, tes différents personnages qui te font un petit peu un Ocean's Eleven, tu vois. Ils sont devant des personnes en train de mentir, mais tu sais toi en fait qu'ils ont déjà commencé à faire un autre truc derrière. Et voilà. Il y a vraiment plein de façons différentes d'aborder DMZ et il y a plein de choses à l'intérieur qui sont différentes, mais ça marche sur tout, quoi. C'est vraiment une série géniale et c'est dommage qu'on ait attendu aussi longtemps finalement pour s'y Oui, retourner. puis il va falloir choper les suivants parce qu'on a du retard. Hein. Il faut s'y mettre, monsieur. Alors oui, juste pour noter quand même, les couvertures sont de Brian Wood, le scénariste, qui fait aussi de temps en temps des épisodes. C'est-à-dire, il va raconter une sorte de faux journal où il va dessiner, parce qu'il dessine plutôt pas mal, ce Brian Wood. Et quoi qu'il arrive, en général, c'est des séries Vertigo, il y a un certain soin sur une unité graphique sur les couvertures. L'illustrateur d'origine japonaise qui fait les couvertures de The Unwritten aussi fait des trucs vraiment magnifiques. Alors, ça n'a pas grand-chose à voir à l'intérieur, c'est clair, mais ça pose vraiment une ambiance et c'est assez réussi. Donc, ouais, DMZ, voilà. Un peu dur à lire, mais vraiment une bande dessinée de qualité qui vaut le coup de faire un petit effort. Et nous allons parler de Jessica Jones, le tome 2, avec une affiche totalement psychédélique. Alors, je ne l'ai pas sur moi, mais je pense que ouais, elle est à l'écran. Va nous mettre l'image. Donc l'auteur, c'est Brian Michael Bendis et c'est Javier Pulido, au dessin. On avait quitté Jessica Jones qui avait eu quelques petits démêlés avec la police, avec le Shield. Elle a été emprisonnée et en fait elle n'avait pas dit à son mari Luke Cage où était sa fille, donc elle avait en fait kidnappé sa fille aussi. Donc c'est un peu tendu pour Jessica Jones. Ouais, dans son couple, ça se passe pas top. Vous allez me dire, finalement, quelque part, c'est pour Jessica Jones, c'est une vie normale. Si ouais. C'est pas tendu, c'est pas ça. Ouais, enfin bon, c'est vrai que elle a enlevé sa fille. Quoi. Elle a enlevé sa vie à son père et du coup, il lui fait un peu la gueule. Et là, en fait, le tome 2 va démarrer sur Maria Hill qui s'est fait virer du Shield. Et quand on se fait virer du Shield, a priori, on va avoir des soucis. Parce que du coup, on n'a plus la protection du Shield. Et toutes les ordures qu'on a mis derrière les barreaux depuis des années et des années, a priori, ils vont se dire « Oh, c'est cool, il y a une cible ». Et donc, Maria Hill, qui va justement être la cible de tueur, va aller voir forcément la meilleure enquêtrice, Jessica Jones, pour lui dire « Il faut que tu trouves qui est-ce qui essaye de me tuer ». Et pourquoi ? Bon, donc du coup, Jessica Jones, au début, n'est pas très très chaude, mais finalement, elle est un peu obligée d'y aller. Et on va donc suivre, on va dire, donc son enquête et en même temps sa tentative de se rabibocher avec son mari, qui lui fait quand même fortement la gueule. Je crois que c'est bien résumé, parce qu'aller plus loin, ce serait spoiler. C'est ça. Parce qu'on reste dans de l'intrigue policière, donc c'est plutôt bien mené. Maria Hill a de nombreux secrets. Les agents du Shield ont de nombreux secrets. Pour vous rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas bien, on est dans l'univers Marvel. Le Shield, c'est un peu l'agence d'espionnage super-héroïque de gens avec des gadgets. C'est une agence de James Bond militaire, paramilitaire, on va dire.
pour résumer, et qui vivent dans un porte-avions volant au-dessus qui est caché par des trucs scientifiques au-dessus de la ville. Enfin, c'est des tueurs, quoi. Vous avez vu les films, c'est pareil dans les BD. Sauf qu'ils ont beaucoup plus de vécu derrière et que... Voilà. J'imagine que Maria Hill n'est plus la chef du SHIELD suite à un truc qu'on n'a pas lu dans d'autres BD, d'ailleurs. On doit être dans la continuité. C'est pas grave. J'ai trouvé que c'était une bonne intrigue de Jessica Jones. Ça tient bien la route. J'aime bien le caractère du personnage. On sent que il y a un petit côté quand même, je me mets dans la merde toute seule, je me chope les affaires qui vont m'aider à être encore plus dans la merde au bout d'un moment. Et un petit côté du personnage dépressif, quoi, qui est toujours pas bien dans sa peau. Ben moi, je me pose la question, en fait, à quel moment la série télé de Jessica Jones finalement a pas influé, on va dire, sur le comics, tu vois, ou l'inverse. Ah mais totalement. Parce que là, on est quand même, je trouve, par rapport au tout début de... Alors, je ne me rappelle plus le nom du... C'était Alias, la série. Alias, la série de la première série. Il y avait quand même beaucoup de différences avec la série télé. Mais là, en fait, on a retrouvé avec une Jessica Jones qui, quand même, je trouve, colle énormément à toutes les emmerdes que peut avoir Jessica Jones, justement, dans la série télé, quoi. Pour résumer, pour ceux qui ne connaissent pas trop, Jessica Jones, c'est un personnage qui a été créé par Brian Michael Bendis, donc qui est aussi scénariste de la BD Jessica Jones, pour une série qui s'appelait Alias à l'époque, qui se voulait une série mature avec du cul, de la violence, tout ce qu'on veut. Ça commence d'ailleurs par une scène de cul entre Jessica Jones et Luke Cage. C'est un gros... Voilà, c'était assez dur. Et c'est un personnage qu'il a créé en faisant croire qu'elle existait depuis très longtemps. Alors qu'elle n'existait pas depuis très longtemps. Il lui a inventé une sorte de passé. C'est un personnage, il lui a inventé un passé dans l'univers Marvel, et il a fait comme si elle avait un passé dans l'univers Marvel alors qu'il venait de l'inventer. Elle a fait partie des Avengers, mais si tu cherches tous les vieux Avengers, jamais tu la verras dedans. Voilà, donc c'était quelque chose... Et ce personnage-là avait des intrigues qui ont inspiré la série télé, qui l'ont énormément inspiré, parce qu'on retrouve quand même beaucoup du caractère du personnage. Et effectivement, la série BD qui s'appelle Jessica Jones surfe sur le succès de la série télé. Et ils ont fait ce qu'ils ont pu pour retrouver un statu quo qui se rapproche de la série télé et où Jessica Jones était de nouveau seule, de nouveau détective privé et à mener des affaires dans le monde des super-héros. Ce qui est plutôt réussi dans un sens, même si la ficelle est un peu grosse parce que Alias, c'était il y a presque 10 ans, la BD. Et donc, au bout de 10 ans, elle a beaucoup évolué comme personnage. Hein. Elle a un gosse qu'elle a essayé d'enlever, elle est plus avec son mari et elle continue à faire des enquêtes en buvant de l'alcool. J'ai bien résumé. Voilà, c'est un peu un des défauts, mais ça vient du côté Marvel. Si on apprécie le personnage, je trouve que ça reste une réussite. Ça marche toujours aussi bien. Je lis totalement. Je me régale toujours à lire. Oh merde, 2 fois. Ouais. C'est ça, hein, quand on a des tocs. Ouais, exactement. Alors là, on arrive sur quelque chose qui va être difficile pour moi. C'est Law. Parce que je l'ai lu il y a très longtemps. Et je pense que je vais vous faire un pitch très proche du titre de cet album. Je vais vous faire un pitch derrière le brouillard. Oui, je vous le dis. C'est le pitch de l'album. Dans Law, pour vous rappeler un peu la situation, il y a la Terre va complètement exploser et mourir. Tous les gens ont trouvé refuge au fin fond des océans. Ont perdu certaines technologies. Des sortes de groupes se sont mis en place à gauche, à droite. Et une jeune femme est persuadée, qui est un personnage très optimiste. C'est vraiment sa définition. Est persuadée que, parce que des sondes ont été envoyées il y a longtemps dans l'espace, un jour, il y en a une qui va revenir avec un message d'espoir qui leur permettra peut-être de sortir de la merde parce que on est vraiment dans un univers où, en théorie, l'espoir n'existe plus. Ils savent que de toute façon, l'humanité va mourir et que ça va se jouer d'ici une dizaine d'années, quoi, au mieux. Et elle a subi de nombreux traumatismes avec son mari tué, ses enfants enlevés par des pirates sur d'autres endroits, qui ont été élevés dans des traditions d'être méchants. Mais une sonde est retombée et elle va essayer de la retrouver. Et nous arrivons enfin, dans ce tome, à la surface. Ouais, c'est bon, je maîtrise à peu près pas mal. le pitch. Sauf que la surface, c'est plus vraiment ce que c'était avant. Et que elle va découvrir un peu les personnes qui y vivent. Et en parallèle, on va suivre ses enfants qui continuent à avoir des aventures
sous-marines et qui vont eux aussi arriver au niveau de la surface parce que ce message d'espoir n'arrange pas tout le monde, certaines des personnes qui dirigent sous l'eau, que pour arriver là, il y a eu quelques dégâts, il y a des vengeances qui sont en cours. Bref, voilà, on est sur une famille totalement dissolue. Un personnage hyper optimiste dans une situation qui vraiment, je vois pas comment on peut être optimiste à ce niveau-là. Et l'intrigue progresse. Voilà, ça reste une série qui est sympathique et qui vaut surtout pour le dessin de Greg Tocchini, qui est magnifique. C'est un dessin avec des couleurs chamarrées, quelque chose de un peu impressionniste, un trait un peu lâché, des formes assez brutes, qui marche très bien, qui a un défaut, c'est que parfois, il est très dur à suivre quand même. Ça reste assez brouillon au niveau de la narration. Alors, on va dire que ça s'est quand même amélioré entre le premier tome était vraiment foutrard, quoi. Je me rappelle de Tizak qui en parlait en disant que c'était à peu près illisible et qu'il avait failli vomir 25 fois. Là, moi, je trouve que sur le tome 4, il y a quand même beaucoup plus de clarté dans le dessin. Mais moi, j'aime beaucoup. Mais on reste sur quelque chose d'assez violent. Par exemple, les couleurs, je pense que ça ferait un bon motif pour du Desigual, tu vois. Ok, le mot est lâché. Bon, soit. C'était vraiment pour le bon mot, parce que je sais pas, je trouve que. Mais t'es d'accord. Je suis d'accord que oui. C'est flashy. Mais ça colle avec le thème et l'ambiance. Donc voilà, au niveau de l'histoire, il y a quand même plein de choses qui se passent dans plein d'endroits différents. C'est pas non plus facile à suivre. Maintenant, il y a toujours le petit ressort qui à chaque fois fait que tu as envie de tourner à la page. Donc moi, c'est vraiment une série que je suis avec beaucoup de plaisir. Maintenant, il faudrait quand même qu'on continue. Je crois que ça avance un peu, voilà. Ouais. Je sais pas si elle est finie, la série aux États-Unis. Mais je pense qu'on n'en est pas loin, quoi. C'est une série là, ils vont presque trouver la sonde. Donc, voilà. Ils vont savoir où ouais, mais qu'est-ce que cette sonde va apporter comme message ? Est-ce que ça va être bien ou pas ? Mais non, parce que ça, on le sait déjà. Oui. Parce que les sondes, en fait, devaient partir et elles ne revenaient que si elles trouvaient quelque chose. Ouais, enfin, ça veut pas dire que c'est quelque chose de bien. Si elles trouvaient une planète habitable, c'est ça le truc. Enfin bon, on va pas... La suite au prochain épisode. Walking Dead, le tome 30. Et oui, le comeback du retour, on continue, on en est toujours avec nos armées de zombies. Plus trop, en fait. Mais... En fait, on parle même pas de zombies, on s'en fout des zombies. Ça fait déjà, je pense, au moins presque 20 tomes qu'on s'en tape des zombies. Finalement, c'est quoi ? C'est un petit peu la faune locale, quoi. C'est juste, tu sors de chez toi et au lieu d'avoir des écureuils, t'as des zombies. C'est tout. Ouais, c'est un peu comme si tu vivais en Guyane et que tu voulais aller chercher un truc, pisser dans ton jardin, tu vois. Voilà. Tu risques de mourir. C'est dangereux. C'est dangereux. La nature est violente, hein. C'est ça le problème. Ouais. Donc, dans ce tome 30, on va partir forcément sur un petit peu le remake du tome 10. Et je vous dis le tome 10, ça aurait pu être le 8 ou le 9 ou le 11, on s'en fout. C'est que voilà, ça y est, on a clos un sujet avec une communauté. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on met une nouvelle communauté en face de celle de Rick. Alors cette nouvelle communauté, donc le titre c'est le Nouvel Ordre Mondial. Donc là, clairement, on est quand même sur de la communauté, a priori, qui est quand même velue, quoi. Hein. Je vous rappelle que Eugène parlait à la radio avec une certaine Stéphanie qui disait qu'elle vivait dans une communauté où ils étaient plus de 50 000 et qu'ils vivaient et qu'ils mangeaient tous très bien et qu'ils étaient tous très heureux et qu'il n'y avait aucun souci. Moi, j'ai trouvé ça louche tout de suite. Hein. Ah ben, de toute façon... Tout est louche dans The Walking Dead. Voilà, c'était... À partir du moment où tu croises quelqu'un, tu parles avec quelqu'un à la radio dans Walking Dead, tu te dis déjà que c'est chelou, quoi. Je te rappelle que Rick a parlé pendant, je crois, 2 tomes au téléphone avec personne. Oui, c'est vrai. Donc ce nouvel ordre mondial, forcément, qu'est-ce qui va se passer d'après vous ? Eh bien, on va avoir des craintes, on va être... Est-ce qu'ils sont vraiment des gens de confiance ? Est-ce que finalement ils sont pas pires que Negan ? Est-ce qu'ils ne sont pas pires que le gouverneur ? Est-ce qu'ils ne sont pas pires que les chuchoteurs ? Est-ce que finalement c'est pas un nouveau système politique un peu fascisant, vaguement élitiste, qui tendrait un petit peu à avoir des moustaches très courtes. Peut-être, mais encore une fois... Peut-être pas, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore, voilà. Mais la question se pose. Donc,
Disons que la communauté marche bien, a pris un mode de fonctionnement qui est un mode de fonctionnement comme un autre, mais qui politiquement pose des questions quand même. Hein. Voilà. Après, côté cool, Michonne devient de plus en plus humaine. Elle s'humanise. Bah, alors là, justement, faut pas raconter parce que c'est une des surprises. Il y a une surprise autour d'elle. Il arrive un événement vraiment important autour de Michonne que moi ça m'a vraiment touché. En plus, parce que j'avais fait le jeu vidéo The Walking Dead Michonne de Telltale. Et que beaucoup de choses qui étaient traitées dans le jeu vidéo n'étaient pas traitées autour de Michonne, n'étaient pas traitées dans la BD. Et ils font le lien entre les deux, vraiment. Et ça marche super bien. Il y a des moments touchants, j'ai trouvé dans cet album, des moments difficiles aussi. Et cette question de ouais, c'est peut-être pas forcément cool ce qu'ils font, mais si ça marche, pourquoi pas? Mais Ouais, mais ça, c'est l'éternelle question dans Walking Voilà. Dead. Quasiment toutes les communautés, tu te dis, ah ouais, mais franchement, la communauté de Negan, ça fonctionne. Le gouverneur, ça fonctionnait aussi. Finalement, les chuchoteurs, c'était quoi? C'était l'alpha, le mâle alpha qui avait le droit de se reproduire et le droit de vivre libre sur tout le monde. Bah, ça fonctionnait aussi. Finalement, tout fonctionne. Hein. Tous les systèmes politiques fonctionnent. mais en fait, c'est peut-être ça, The Walking Dead. Non, ça, je l'ai déjà Sorte dit la de dernière fois. résumé de la vie politique. Ouais. Un point quand même que je voudrais soulever, parce qu'il y avait une petite polémique sur ce tome de Walking Dead, sur la dirigeante de la communauté, qui est appelée dans l'album la gouverneuse. Je ne sais pas si tu te souviens. Et il y avait eu un gros débat autour de ça, parce qu'apparemment, c'est pas ce qu'avait choisi comme thème le traducteur, qui avait choisi de l'appeler le gouverneur, et pas la gouverneuse. Et pas pour des raisons antiféministes, tout ce que tu veux. C'est juste parce qu'il y a certaines réflexions dans l'album qui font référence au personnage qui s'appelait le gouverneur, qui y avait dans les anciens tomes. Et qui, si on traduit le nom du personnage autrement, perdent de leur sens. En gros, à un moment donné, il fait référence comme quoi le gouverneur en a connu d'autres, etc. Et le fait de modifier cette traduction sans l'accord du traducteur d'ailleurs, ce qu'il n'a pas dû trop apprécier, je pense, Edmond Touriol, fait que c'est vrai qu'on perd une petite subtilité dans les dialogues. C'est pas dramatique non plus, mais ça a choqué beaucoup de monde. Je pense surtout qu'il y a des gens qui ont été choqués parce que c'était le mot gouverneuse, c'est que tu comprends, c'est un mot qui n'existe pas, puis c'est moche comme mot, voilà, bon. Tu fais super bien les gens qui sont pas contents. Ouais, je fais bien, t'as vu. En plus, là, du coup, maintenant, on le voit en vidéo, en plus, on le voit dans le dîner comme ça et tout. Ah oui, non, mais moi, je fais du roleplay, monsieur. Bravo. Je suis un humoriste professionnel. Voilà. Enfin, j'ai trouvé ce tome bien parce que, on n'est plus dans une histoire de survie, on est dans une histoire de politique. Et on sent qu'on va arriver à un moment donné où l'ampleur des communautés va être tellement grand qu'on va réarriver à un statu quo qui correspond au monde actuel. C'est un peu l'idée que ça donne. Ou alors ils vont tous mourir dans une bombe atomique parce qu'ils font n'importe quoi. Alors, d'ailleurs, un petit problème qui n'a jamais été abordé, c'est que, vu, a priori, il n'y a plus de gouvernement, donc il n'y a plus personne qui est derrière une centrale nucléaire, les centrales nucléaires, elles auraient dû péter depuis longtemps quand même. Oui. Donc en fait, les États-Unis devraient être à peu près recouvertes par des nuages radioactifs. Mais bon, Oui. voilà, juste pour là. Il devrait y avoir des zombies mutants en plus des zombies pas mutants. Ouais, ce serait terrible. Eh bien, mon cher Thio, nous arrivons au bout de cette émission. Au bout, cette émission en duo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'émission juste tous les deux. Alors que mais en c'est même comme temps, ça qu'on avait mais en même temps, on n'était pas seul pourtant dans cette salle. Il y avait des gens. il y avait des gens autour de nous, dont certains vont vous prendre la parole bientôt. Ils vont leur prendre la parole. Ils vont prendre la parole. On espère que vous avez apprécié cette émission. On vous fait le pitch habituel, donc abonnez-vous à notre chaîne Twitch, parce qu'apparemment ça marche bien. Soyez nos copains sur Twitch, comme ça on aura peut-être des succès, genre vous avez 10 copains Twitch. Ça a l'air trop cool, tu vois. J'ai des médailles sur mon truc, c'est super fun. En plus, je crois que sur Twitch, au bout d'un moment, vous pouvez nous donner des sous plus facilement que sur YouTube. Vous avez vu, clin d'œil de la mort, donnez-nous des sous. Nous avons un Tipeee pour ça, qui est quand même un très bon moyen de nous soutenir. On remercie d'ailleurs nos tipeurs, ceux qui sont dans la salle et ceux qui nous écoutent en différé. Et ceux qui ont même réussi aussi à remettre à jour leur carte bleue, parce que visiblement, en fait, on est tous pareils. En fait, on oublie de mettre à jour nos cartes bleues. Oui, franchement.
Mais Faites-le, c'est important pour nous parce que grâce à votre soutien, on maintient un matériel à peu près en état et on peut aussi... On a désormais notre 4e micro qui est déjà à la Voilà. demeure, ça y est. Et puis on peut aussi se permettre d'acheter des bouquins des auteurs qu'on va interviewer pour pas avoir l'air con devant eux. Et puis du coup, on a aussi les BD des tipeurs qui sont vos propositions. Et à chaque fois, on a eu quand même des trucs assez des sympas. bonnes surprises. Là, j'en ai quelques-unes qui sont arrivées dans la liste. Là, J'ai vu que tu les as rajoutées. Bon, on est à la bourre. De toute façon, les BD des tipeurs, mais il va falloir qu'on essaye de suivre le rythme. Donc n'hésitez pas à mettre, je sais pas s'il y a des pouces, des trucs comme ça sur Twitch. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à parler de nous, parce que c'est quand même la meilleure façon de nous soutenir, c'est de parler de notre émission. Le podcast, je vous le rappelle, marche beaucoup par le bouche à oreille. On se retrouve tout de suite pour ceux qui suivent le live et dans 15 jours pour les autres. Merci encore à tous et à très bientôt. Ceux qui sont en live, ne quittez pas, on revient. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.